Bien, je considère que la séance est ouverte. Bienvenue à tous à ce webinaire table ronde digitale, avec pour objet comment simplifier vos processus grâce à l'exploitation de la data. Nous sommes en direct des locaux de l'École supérieure de la banque, qu'on remercie chaleureusement pour son accueil. Programme du jour, vous avez l'habitude des webinaires, il est mieux de couper son micro. Et puis, vous aurez l'occasion tout au long de la présentation de poser toutes les questions que vous voulez. On les collectera de façon à réserver le dernier quart d'heure de notre échange aux réponses aux différentes questions que vous aurez pu poser dans le chat. Autour de la table, deux sociétés inviteuses, Quaternaire, société de conseil en management représentée par moi-même, Alexandre Le Donneur, et par Morganti au bout à gauche, et puis iGraphics, éditeur de solutions, représenté par Alexandre Dernisien, ici présent à la droite de Morgan. L'objet du jour, l'optimisation de processus. Pourquoi parler d'optimisation de processus? Parce que vous recherchez tous à réduire vos délais, à simplifier, à stabiliser le service de façon à tenir la promesse de vos clients. Vous recherchez à gagner en productivité de façon à libérer du temps pour le réinvestir dans des tâches à valeur ajoutée. Vous cherchez, pour certains, à réduire vos stocks d'encours. Et vous cherchez, généralement pour tous, à simplifier le quotidien pour vos collaborateurs de façon à augmenter leur bien-être. Le problème quand on parle de processus, c'est qu'on tombe là-dessus, un plat de nouilles généralement très enchevêtré. Vous dégustez généralement à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il est difficile de savoir la vérité de ce qui se passe dans le quotidien de votre plat de nouilles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons aborder la démarche de process mining qui intègre à la fois un outil, à la fois une façon de procéder. Et pour ce faire, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, c'est d'écouter les témoignages vécus de deux intervenants. Donc ici, à ma gauche, Éric Depont, directeur général de l'École supérieure de la banque. Et puis encore à ma gauche, Sébastien Autronzec, responsable amélioration continue de MEO. On repassera côté industriel, donc vous aurez d'un côté la réduction du facture de stock, la réduction du stock de factures à émettre. Vous aurez de l'autre côté la réduction des stocks d'encours, deux environnements complètement différents, mais avec une démarche et une solution complètement identiques. Je vous propose de commencer par écouter Eric. Bienvenue Eric. Merci. Bienvenue chez nous. Merci de cet accueil. Peut-être avant de nous présenter, de poser le sujet, deux mots sur l'entreprise École supérieure de la banque, qui a beau être une vieille maison, puisqu'elle va bientôt fêter ses 100 ans. Elle a été créée en 1926, avec une idée un peu innovante à l'époque, des grandes banques de la place qui décident de mettre en commun ce qu'elles avaient de plus cher, c'est-à-dire l'intelligence, la compétence, parce qu'on était en plein développement économique et on n'avait pas assez de banquiers, donc il fallait les former. Donc on a mutualisé la fabrication de la formation. Ça, c'est l'idée d'origine. Entre-temps, on a évolué. Et puis, dernière évolution très importante pour nous, ça a été la réforme de la formation professionnelle. Le 5 septembre 2018, c'est déjà très vieux, mais qui a complètement changé le paysage et qui a été la cause, je vais y revenir dans un instant, la cause d'un certain nombre de nos problèmes. Alors, une vieille maison comme la nôtre a fait beaucoup de choses. On fait de la formation initiale, donc, au travers de l'accueil des alternants. On forme aujourd'hui un jeune sur deux qui intègre le secteur bancaire en alternance, c'est considérable. On forme 35 000 collaborateurs par an. On est présent dans 25 pays dans le monde, avec une grosse activité et de plus en plus importante à l'international. Donc voilà, la formation, c'est notre ADN. On est un peu moins familier avec les sujets comptables. Et c'est pour ça que quand il y a une réforme qui vient nous voir et qui nous dit il va falloir procéder autrement, ça nous complique un peu la vie. Et nous, très concrètement, cette réforme de la formation, ça nous a contraints à passer en vitesse de croisière à la production d'à peu près 2000 factures par an. Parce qu'on a des gros clients, donc on faisait des factures avec des gros récapitulatifs dessus, avec l'ensemble de leurs apprenants, à un modèle de facturation envers l'État, sur les refinancements de l'alternance qui est devenu très compliqué. Et donc, on a fait x10 en matière de nombre de factures. Aujourd'hui, on est à plus de 22 000 factures
à émettre. Donc, pour les équipes de la facturation, une grosse charge de travail supplémentaire qui n'a pas pu être absorbée simplement par l'augmentation du volume de collaborateurs et qui a nécessité que on travaille un peu sur nos processus, et c'est là que Quaternaire et que Process Mining nous ont beaucoup aidés pour y voir bien plus clair. Peut-être encore un mot pour présenter l'entreprise avant de rentrer véritablement dans le système. Cette facturation, ce n'est pas un problème de comptabilité. C'est un sujet qui va du bon de commande jusqu'à la facturation, en passant par les étapes intermédiaires administratives, et puis au final le recouvrement. Alors, les banquiers sont des bons payeurs, donc on n'a pas beaucoup de contentieux. L'État est un bon payeur, mais est un payeur qui paye tardivement, donc il faut relancer assez régulièrement. Donc on a quand même une grosse activité en termes de relance de recouvrement. Donc on a créé un processus qu'on a appelé Order to Cash, comme son nom l'indique, qui va du bon de commande jusqu'au règlement et jusqu'au cash sur notre compte bancaire en trésorerie. Et on a analysé l'ensemble de ces étapes, et juste déjà pour introduire l'apport du process mining, c'est qu'on a pu en 2-3 jours prendre un hélicoptère qui nous a fait survoler l'ensemble de ce processus, donc cette vision très macro du dispositif, et en même temps, grâce au traitement de la data, aller dans l'élément le plus granulaire possible de la composition de notre processus. Et puis là, c'était la grande révélation, parce que la vision macro et puis la vision très terrain a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements que vous avez l'habitude d'appeler des gaspillages. Pour situer les ordres de grandeur, le nombre de factures annuelles. Aujourd'hui, oui. 22 000. 22 000 factures annuelles. Fois 10 par rapport à avant 2018. OK. Donc, un beau plat de spaghettis, a priori, en perspective. Alors, le plat de spaghettis, on l'a découvert justement grâce au process mining. La vision hélicoptère nous a mis en exergue quelques 350 chemins, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais quelques 350 chemins possibles pour éditer une facture. Et donc, autant de difficultés pour les collaborateurs, autant de process ralentis, autant de gaspillage. Et dans cette analyse de ce plat de spaghettis, là aussi, ce qu'on a constaté, je disais tout à l'heure en introduction qu'une partie importante de notre métier, c'était de faire de la formation initiale, c'est-à-dire de former des alternants pour qu'ils passent, qui rentrent dans la vie professionnelle, dans la vie active, et donc qui passent leur diplôme. Donc, des formations qui sont prises en charge par France Compétences, par l'État. Eh bien, on s'est aperçu que 53%, je vais presque dire les 2/3, donc une grosse moitié de nos gaspillages, de nos difficultés, résidaient sur cette activité d'alternance, c'est-à-dire la complexité issue de la réforme de la formation professionnelle. Alors, vous voyez le plat de spaghettis ou la gare de triage avec les petits trains qui se déplacent. Mais voilà, ça a été la grande révélation, c'est que notre système était trop complexe finalement pour être digéré par des collaborateurs, par l'humain. Alors, avant peut-être de savoir comment vous avez procédé, on va peut-être regarder la fin de l'histoire. À la fin, qu'avez-vous obtenu? À la fin, à la toute fin, ce que l'on a obtenu, 4 grands succès. Quand je dis à la toute fin, je parle de ce que vous avez pu mesurer en matière de gaspillage, de tâches à longue valeur ajoutée et de flux de factures. Alors, bon, on a gagné 15 millions de trésorerie supplémentaires, ça, c'est pas neutre. On est passé d'une situation où on avait à peu près 27 millions de factures à établir à un run de 12 millions de factures à établir, mais c'est un seuil incompressible. Quand on facture à l'État, on sait bien qu'on peut difficilement faire moins. Donc, on a encore 12 millions qui sont dehors, mais ça, c'est normal. Ça, on va dire, c'est notre PFR classique pour une entreprise. On n'a pas de difficulté par rapport à ça, mais voilà, on a fait rentrer 15 millions. Alors, 15 millions au moment où il y a une grosse inflation et que les taux d'intérêt sont galopants, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir placer et puis de gagner un peu d'argent. Donc, en fait, par les intérêts qu'on va obtenir, par la rémunération de cette trésorerie, on a déjà financé la mission Quaternaire. Je ne commande pas parce que nous n'avons pas le temps. Donc, en dépiotant ce tas de spaghettis, vous avez découvert 53% de gaspillage sur la partie alternance, oui. C'est ça, et 67% de tâches à faible valeur ajoutée.
Alors, c'est effectivement, hein, j'avais parlé des 53% qui portaient sur la formation initiale, la formation en alternance. Ce que le macro-zoning, disons macro-zoning, en fait, ce que le process mining nous a permis d'observer, c'est qu'il y avait 67% de tâches en plus qui pouvaient être faites autrement, être automatisées, être supprimées, être simplifiées, en tout cas qui pouvaient être très largement optimisées. Le plan d'action? Alors, le plan d'action, on a commencé, donc, on disait tout à l'heure, 2-3 jours à prendre l'hélicoptère pour analyser, à mettre de la donnée dans le système pour comprendre la tâche. Donc ça, c'est un plan d'action. Avant de vous dire ce qu'on a fait, c'est un plan d'action qui a été éclairé. C'est-à-dire que moi, je retiens le process mining comme une phase de préparation qui nous a permis d'être beaucoup, beaucoup plus efficace après dans la façon de construire notre plan d'action parce qu'on savait où on allait. On avait identifié les gros problèmes, hein, les gros gaspillages, et 53%, ils étaient mis en exergue. On les voyait. Ça, c'est le premier grand bénéfice et qu'on a gagné du temps après dans le travail du plan d'action. Deuxième grand bénéfice également qu'on a pu identifier, c'est que pour emmener les collaborateurs à détricoter ou à démêler la pelote de laine ou le plat de spaghetti, vous l'appelez comme vous voulez, il faut les onboarder, il faut les faire adhérer à ce projet. Et bien évidemment, quand on peut avoir l'ensemble de ces 350 chemins pour matérialiser qu'aujourd'hui la Terre ne tourne pas rond, c'est quand même plus facile de les onboarder. Quatrième grand bénéfice, ça a été de l'efficacité dans la mise en œuvre de notre processus de Lean, c'est-à-dire qu'on a pu, à partir du process mining, structurer en termes de bénéfices et de difficultés l'ensemble des actions qu'on avait à construire. Donc, on les a positionnés dans une nine box, hein, une boîte avec 9 cases en fonction des difficultés, des priorités, pour cibler les victoires rapides. Et on a identifié très vite, très rapidement, 83 victoires rapides qui nous ont permis d'obtenir le plus gros des bénéfices. Et vous voyez que ça a marché parce que les 20 et quelques, disons les 15 millions de trésorerie supplémentaires qu'on a pu obtenir en moins d'un an, c'est grâce aux victoires rapides. On n'a pas encore touché aux missions qui sont un peu plus lourdes, qui impactent notre système d'information, qui vont nous obliger très certainement à changer de RP, et donc on a encore des bénéfices à venir. Et puis au bout du bout, le résultat le plus probant, hein, à mes yeux, c'est le renforcement de la productivité des équipes. C'est qu'aujourd'hui, je vous dis, on est à flux tendu dans la gestion de notre trésorerie. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. On n'a plus de retard. Nos collaborateurs travaillent dans la sérénité, le bien-être. Hein, ils ne sont plus en train de courir en permanence pour rattraper le retard. On a des clients qui sont heureux, qui sont satisfaits. On a mis en place un NPS dans l'entreprise et on est fiers. Alors, dans le secteur bancaire, c'est même exemplaire d'afficher un NPS de 30. C'est plutôt chouette. Chapeau. Ouais, c'est plutôt pas mal. Le chiffre d'affaires, bien évidemment, a progressé, comme je vous disais tout à l'heure, et puis notre trésorerie, elle a doublé. Aujourd'hui, elle est passée de 14 à 31 millions, et donc on est heureux et bien vu par nos banquiers. Donc, je reviens sur la démarche. Vous aviez 350 façons différentes de faire une facturation? C'est à peu près ça, hein. Disons, avec des variantes. Et pour quelle raison 350 chemins différents de facturation s'installent? Parce que en fonction des sujets, en fonction des collaborateurs, en fonction des apports, chacun y va. On est une entreprise très familiale, hein. On a beau être 250 collaborateurs. C'est une grande famille. C'est une grande famille, hein. On a beau être 250 collaborateurs, on reste quand même une entreprise à taille humaine. Et donc, on est passé d'une organisation qui reposait beaucoup sur l'esprit d'initiative, sur l'envie de bien faire, à une organisation. Et c'était pour ça qu'on avait d'ailleurs besoin de pédagogie et d'onboarder les collaborateurs. C'est qu'il fallait leur faire prendre conscience qu'ils ne faisaient pas mal, mais qu'au bout du bout, ils faisaient de façon complexe. D'accord. Donc, vous aviez un process de facturation qui était en moyenne de 1 mois et 2 semaines, c'est ça? Oui. Et en fait, la réalité, c'était 2 semaines et 5 jours?
Alors, c'est difficile, oui, c'est bien évidemment, si on fait la moyenne des moyennes, on arrive à ce résultat-là, mais on voit bien qu'entre facturer à l'État un alternant qui va passer un BTS et dont la facturation va étaler sur 2 ans, et puis une entreprise qui nous commande une formation qualifiante, on la dispense, on facture le soir même, on est payé le lendemain. Voilà, les moyennes sont toujours difficiles, mais quand on fait parler les chiffres, on arrive à cette amélioration-là. Vous aviez idée de ce qu'était la réalité du délai de facturation avant que vos données ne soient collectées pour être analysées dans l'outil? Faire une confidence? Oui, parce que j'étais un client de l'ES Bank. Avant d'être le patron de l'ES Bank, j'ai d'abord été client et j'ai vu et j'ai rouspété un certain nombre de fois auprès de l'ES Bank avant d'y venir en disant « mais quand est-ce que tu vas me facturer? Parce que mes budgets, je ne peux pas les reconduire d'une année sur l'autre. Moi, passé le 31 décembre, je ne pourrais plus te payer. » Donc oui, j'avais un peu conscience du problème. C'est pour ça d'ailleurs que j'en avais fait une action prioritaire à décortiquer. Dès mon arrivée, on a commencé à travailler sur l'amélioration de ce processus parce que j'étais convaincu d'une chose par contre, c'est que nos entreprises clientes qui fonctionnent par budget, et en matière de formation, les budgets ne sont pas extensibles. Si on ne facture pas dans l'exercice de la réalisation de la formation et qu'on facture l'exercice suivant, c'est au détriment du business que vous nous confiez l'exercice suivant. Donc, les clients connaissent mieux les délais de facturation de l'ES Bank que l'ES Bank elle-même. Ça, c'était à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. À l'époque. Donc, une démarche rapide. Ça vous a pris combien de temps? Process mining? Oui. 3 jours. OK. 3 jours. Et globalement, sur une mission, après, comme je vous le disais, elle a été suivie par un process de lead management, d'analyse complète du processus avec une personne, mais on a grillé les étapes sur tout le reste. Les 3 jours de process mining, c'est globalement un bon mois d'économie dans la démarche de conduite de la transformation. OK. Bon, je pense que tout à l'heure, nous avons hâte que Morgan et Alexandre nous expliquent comment, en 3 jours, on peut connaître le délai et le nombre de chemins de facturation différents. Donc, ça fait partie du teasing de la présentation. À la fin, vous saurez quelle magie fait que ça marche. Autre point sur le retour d'expérience, Ce sera à refaire. Ça sera à refaire. On refait exactement la même chose. Et puis, je dirais même que j'avais demandé un accompagnement à Quaternaire sur le lean management. Finalement, si j'avais été pressé, le process mining de 3 jours m'aurait permis de couvrir 60 ou 70% finalement des améliorations qu'on a pu apporter. Donc, pour celui qui est très pressé, qui n'a pas le temps de dérouler un process complet, moi, j'encourage le process mining. Demain, je ferai avec ou sans lean management du process mining parce que je suis devenu un adepte. Bon, donc ravi que ça vous ait convaincu. Dans le délai, il y a quand même un point que vous avez évoqué, hein, c'est l'embarquement des équipes. Oui. L'une des raisons de votre succès, c'est la capacité que vous avez eue à embarquer les équipes dans la mise en œuvre. Et malheureusement, ça prend toujours un petit peu plus de temps que de plugger l'outil. Ça prend du temps, mais c'était facilité, je répète, c'était facilité par l'outil. Quand on présente un négatif à ses collaborateurs et on leur dit, on ne remet pas en cause ton travail, on ne remet pas en cause ta façon de travailler, mais regarde, ça c'est le schéma de notre processus, ils se disent, ah oui, effectivement, on comprend pourquoi c'est compliqué et pourquoi un nouveau collègue qui nous rejoint, il va passer un temps astronomique à comprendre comment on fonctionne. Donc, on a pu mobiliser, on a pu faire prendre conscience, donner du sens et donc embarquer les collaborateurs beaucoup plus facilement pour démêler cette pelote qui était pleine de nœuds. Merci pour le témoignage, Eric. Donc, on vous a embarqué dans l'univers de la facturation, dans l'univers de la formation. Je vais vous proposer de changer complètement d'univers et de région. On part en Vendée, à Cugan, c'est ça, avec Sébastien. Sébastien nous amène dans le monde de la menuiserie industrielle. Allons-y. C'est parti. Méo, racontez-nous Sébastien Méo. Eh bien, je vais vous raconter Méo. Alors du coup, Sébastien Tronzec, enchanté de vous avoir avec nous. Je suis responsable méthode et amélioration continue actuellement moi, chez Méo.
Alors Méo, c'est une entreprise du groupe Liebo déjà. Groupe Liebo qui est le premier fabricant français de fenêtres et de façades, qui comprend notamment la marque K-Line, hein, qui est bien connue du grand public. En tout, on est 12 entreprises, 3000 collaborateurs en France et à l'étranger. Et du coup, Méo est le fabricant pour le groupe Liebo de menuiseries dites mixtes. Alors, ce qu'on appelle mixte, c'est des menuiseries bois et aluminium, dont Méo est le créateur et concepteur il y a bientôt déjà 40 ans, puisque c'était en 1983 que le concept a été créé. Voilà, du coup, on fabrique de la menuiserie mixte depuis 40 ans. On réalise un chiffre d'affaires d'environ 61 millions d'euros par an. Et ce qui a marqué ces dernières années, finalement, c'est une évolution de la gamme produit. Toute la gamme produit a évolué entre 2017 et 2020-2021, en commençant par la gamme de fenêtres classiques. Ensuite est venue la gamme de coulissants et dernièrement la gamme de portes qui est toute récente, qui est sortie début 2021. Contexte, au moment où vous démarrez votre opération. C'est ça. Donc, on sort de ce développement produit qui a duré 3-4 ans. 2021, c'est compliqué. On sort de la phase Covid. Beaucoup de pénuries de matières premières se posent à nous. Du coup, on est obligé de réagir, de s'adapter, pas sans douleur. Hein. Les équipes ont beaucoup œuvré pour que ça fonctionne au quotidien. Et puis, les commandes, elles affluent. Alors, je parlais d'une progression tout à l'heure du chiffre d'affaires. Mais voilà, les commandes, elles affluent. Et puis, depuis début 2022, on s'aperçoit pas, hein, mais comme les commandes elles rentrent, on a un délai de fabrication qui, lui, s'allonge. Parce que dans tous les cas, notre capacité de production, elle a une limite finie. Donc, une fois que le carnet de commande est rempli, on est obligé d'allonger le délai. Ce qui fait que le taux de service, pour nous, il s'est dégradé malgré un niveau de vente qui, lui, a progressé. Du coup, ce qu'on s'est dit, et ce que moi, personnellement, je me suis dit, c'est qu'on avait besoin d'une vision de la supply chain de l'entreprise qui soit pertinente. C'est là qu'on a commencé à discuter avec Quaternaire et Morgan notamment. Et en fait, le truc, c'est que moi, je ne suis pas issu de la supply chain. Je connais pas beaucoup la supply chain et j'avais besoin de donner de la vision à mes collègues et mes collaborateurs et d'avoir un accompagnement sur ce sujet-là. D'où l'idée de faire appel à Quaternaire, qui nous a proposé bien gentiment le process mining. Moi qui suis issu de l'amélioration continue, je connaissais l'aspect process, intelligence du process, on appelle ça en amélioration continue la VSM, Value Stream Mapping, cartographie de la chaîne de valeur, qui est souvent un peu compliqué à mettre en œuvre. Il faut aller piocher dans des données, tout parcourir. C'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Je l'ai personnellement réalisé pour Méo et un jour, Morgan est arrivé en disant voilà la magie du process mining. Et, un peu à l'image de ce que présentait Eric juste avant, voilà, c'est quasiment en 3 jours, hop, on appuie sur le bouton et puis le plat spaghetti apparaît. Alors, on va voir le plat de spaghetti, au même titre que je demandais à Eric le nombre de factures pour situer des ordres de grandeur. On parle combien chez Méo de références de produits en sortie ou combien de références en appro? Alors, grosso modo, on sort 67 000 menuiseries par an, c'est-à-dire 67 000 façon de faire une menuiserie, puisque chaque menuiserie est unique. On ne fabrique pas de série. On ne fabrique aucune série. Chaque pièce est unique. Hein. Évidemment, industriellement, elle est unique, mais voilà, il y a 67 000 façons de faire une fenêtre chaque année. Donc, les spécialistes de supply chain qui nous écoutent sauront se rendre compte dans quel contexte on est. Alors, plat de spaghetti. Voilà, beau plat de spaghetti. Hein,
énorme. Comme, voilà, c'est l'exemple même de 67 000 menuiseries. Voilà, on est sur un plat de spaghetti qui est assez indigeste, hein, difficile à terminer. Et on s'est penché vraiment sur ce sujet-là. Alors, ce qui est ressorti, hein, des enjeux à mettre en avant dans nos plans d'action, c'était avant tout d'améliorer le taux de service. Ça reste le nerf de la guerre, surtout d'un point de vue image auprès des clients. Le taux de service est extrêmement important. Un client bien servi est évidemment un client satisfait qui recommandera et qui reviendra vers nous. Deuxième chose, voilà, quand on voit le plat de spaghetti, ce qui ressort, c'est qu'il faut qu'on arrive à optimiser nos flux. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et un troisième enjeu qui est moins visible dans le plat de spaghetti, mais qui est vrai quand même à l'échelle de l'organisation MEO, c'est une refonte vraiment de l'organisation, et notamment sur la partie supply chain, qui va de la partie achat jusqu'à la partie livraison. Là, pareil, le plat de spaghetti, il apparaît sous vos yeux en 3 jours. Alors, il est un peu plus compliqué à faire apparaître pour nous parce que on est issu voilà, d'une industrie qui manque un peu de modernité, on va dire, et la donnée, elle est pas facile à aller chercher. Et c'est aussi l'intérêt du process mining, c'est qu'il y a un moment, il a fallu qu'on comprenne nos données, ce qui n'était pas forcément le cas. Alors, moi, je parle vraiment à titre personnel. La donnée, pour moi, elle était très indigeste et difficile à comprendre. Le fait d'avoir travaillé sur le process mining nous a permis aussi d'aller comprendre notre data. Et comprendre la data, c'est vraiment aller chercher ce qui peut fonctionner, pas fonctionner dans le process dans sa globalité. Il y aura donc un sous-produit qui est la maîtrise de vos données. Exactement. On revient sur le déroulé de cette expérience. Donc là, vous avez évoqué le fait de revoir les flux d'approvisionnement. Oui, tout à fait. Alors, on est sur, on a sorti trois grands sujets. Il y a un premier sujet là, qui ressort du plat de spaghetti, c'est qu'au niveau des délais qu'on donnait à un moment à nos clients, on s'apercevait qu'ils n'étaient pas toujours en relation directe avec les délais de nos fournisseurs. Et là, en fait, c'est ça qui est magique, hein, c'est que le plat de spaghetti, d'un coup, il nous dit le délai moyen pour s'approvisionner de tel élément, il est de X jours. Et moi, ce que j'annonce à mon client, c'est X-2. Donc forcément, il y a un moment, ça ne va pas coller, ça impacte le taux de service. Et du coup, l'idée, ça a été d'aller revoir un peu ces sujets-là. Alors, un exemple de ce qu'on a pu faire pour contourner un petit peu ça, c'est par exemple aller chercher sur des éléments qu'on peut avoir stockés en interne. Notamment, on a des tôles d'aluminium qui sont intégrées à nos fenêtres dans certains cas, qui avaient des délais assez importants. Et en fait, le fait d'intégrer certaines plaques d'aluminium et certains râles d'aluminium en interne nous a permis de réduire, par exemple, de 10 jours le délai sur ces éléments-là, parce qu'on a une réactivité tac au tac. On commande, on fabrique, c'est parti. Donc, plus de visibilité sur les réels délais d'approvisionnement pour être cohérent entre les délais d'approvisionnement et les délais annoncés. Exactement. Un deuxième sujet, je pense que c'est assez éloquent sur les photos. Donc, on est sur une augmentation de la capacité aussi de notre entreprise. Je disais que la capacité aujourd'hui, elle était assez finie. L'idée, c'est que demain, on puisse doubler. Alors, quand je dis demain, c'est dans 5 à 10 ans, pouvoir doubler la capacité de notre entreprise, passer d'un 60-70 000 menuiseries à 120-130 000 menuiseries par an. Et ça passe aussi par refondre le magasin et exploiter des éléments qu'on n'exploitait pas. Ce qu'on voit sur les photos, sur la gauche de l'image, c'est notre magasin avant qui exploite une surface, mais qui n'exploite absolument pas le volume et la hauteur. Et ce qu'on a cherché à faire pour gagner des mètres carrés et pas réinvestir dans du foncier au niveau des murs, c'est qu'on a travaillé sur la hauteur de l'usine. On bénéficie quand même d'une hauteur de 7-8 mètres qu'on exploitait jusqu'à 2 mètres de haut. Donc voilà, c'était une hérésie. Et c'est vachement important pour
tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, c'est que quand on manque de place, il faut aussi se poser la question de savoir si on ne peut pas exploiter la hauteur, le volume de l'entreprise. En tout cas, ça, c'est ce qu'on a appris moyennant aussi qu'on maîtrise ces flux. Ouais, à travers ce sujet. Troisième étape. Alors, troisième étape, c'est la gestion des délais et les rôles et responsabilités sur le flux. Comment dire? Alors, c'est la slide. Ah, pardon, si je ne suis pas sur. C'était celle-là, oui, c'est sur la gestion des délais. Donc, en fait, c'est l'exemple des 10 jours que j'ai donné. En fait, j'étais en avance de phase par rapport au PowerPoint. Donc là, c'est l'exemple de nos délais sur les tôles. On a été chercher 10 jours notamment voilà, sur la fabrication de ces tôles d'aluminium. Et il y a un dernier point, c'est les rôles et responsabilités dans l'entreprise et revoir toute l'organisation autour de l'achat à pro. Donc là, il y a une réorganisation qui est en cours et qui se terminera courant 2023. C'est-à-dire que le fait de voir plus clair sur le qui fait quoi dans le processus vous a amené à revoir la distribution des rôles et des responsabilités. Exactement, notamment entre achat et appro, où il y avait un certain flou entre qui fait quoi entre achat et appro. Hein, pour ceux qui connaissent, la distinction peut parfois être un peu ténue entre achat et appro, et les rôles et responsabilités n'étaient pas toujours bien établis. Et de fait, chacun se marche un peu sur les pieds. Et comme on se marche sur les pieds, en fait, on fait plusieurs fois les mêmes choses, d'où les pertes, d'où la nécessité de réorganiser les rôles et responsabilités. Donc, en synthèse, vous installez l'outil, ça vous permet d'y voir plus clair sur les datas que vous avez et ce à quoi elles servent. Vous faites apparaître le plat de spaghetti. Exactement. Vous constatez qu'il y a une incohérence entre les réels délais d'approvisionnement et les délais qui sont proposés aux clients. Vous constatez qu'il y a de la redondance ou du chevauchement entre ce qui est fait entre les appros et les achats. Vous en profitez pour revoir les modalités de stockage et de gagner du mètre carré. Et puis, concrètement, dans ce que je comprends, à certains endroits du processus, vous identifiez des sources de réduction des délais qui vous font gagner 10 jours sur la fabrication. Exactement. Ça résume l'histoire. C'est exactement ça. Les clients sont contents? Les clients sont contents, ils commandent toujours autant. Bon. En synthèse de cette expérience, il fallait dire 3-4 mots. Juste 3-4 mots, moi, ça m'a beaucoup aidé à changer ma vision sur le process d'entreprise. Aujourd'hui, ce process mining, c'est un outil que j'ai réutilisé sur d'autres sujets, notamment sur la gestion de nos SAV, qui est un sujet qui est en cours chez nous. Donc, voilà, du coup, c'est un outil que je souhaite pouvoir continuer à utiliser au sein de l'entreprise, pouvoir progresser avec cet outil, trouver d'autres sources de gains, de la même manière qu'on charge des gains avec une VSM. Là, voilà, on est maintenant en mode, on sait comment utiliser notre data, on sait ce qu'elle dit, on sait mettre la data dans le process mining, et on appuie sur le bouton et en quelques minutes, on a une vision de ce qu'on veut voir. Après, voilà, il faut aussi l'intelligence d'aller chercher dans le process mining. Et là, c'est tout l'intérêt de l'accompagnement aussi de Quaternaire sur ce sujet. Bon, visiblement, vous aimez le process mining. Merci pour ce témoignage et la clarté de la méthode et des résultats. On a vu deux environnements fondamentalement différents. De l'order to cash avec de la facturation de formation, des flux d'approvisionnement sur des composants d'éléments de menuiserie industrielle. Et on se pose forcément une question à l'issue, c'est comment est-ce possible d'avoir un même outil qui travaille sur deux objets si différents. Et puis la question que normalement vous posez tous, mais comment ça marche? Donc, pour vous expliquer comment ça marche, je vais laisser la parole à Alexandre Ternisien et à Morgan Tilly. Dites-nous comment ça peut être aussi magique. Alors oui, c'est magique. La démarche, c'est l'alliance entre l'embarquement terrain des équipes qui font le service ou le produit pour se dire j'ai envie de changer quelque chose parce qu'on a détecté qu'il y avait une problématique, alliée à une plateforme
directement accessible sur le web, qui permet d'aller faire parler la donnée qu'on a tous dans nos organisations pour dire, en fait, ça se passe comme ça, votre processus. Alors, effectivement, on parle de magie, c'est pas tout à fait ça. On arrive à établir effectivement ce rayon X, ce diagnostic de l'état de santé de l'ensemble des activités de l'entreprise. Et pour ça, comment ça marche? En fait, tout simplement, ça va être de l'analyse, du calcul de données. Dans le jargon, ces données, on les appelle des logs. Elles contiennent des informations assez précieuses, par exemple sur la durée d'une activité, le coût de l'activité. Et on a de la chance de vivre au XXIe siècle. La plupart des activités qui sont exécutées par nos collaborateurs, elles sont enregistrées dans des systèmes d'information, dans des outils métiers. Donc, avec, par exemple, une démarche d'accompagnement, on va pouvoir venir récupérer ces informations qui sont pertinentes, les ingérer dans notre algorithme de process mining, qui est une solution en cloud, avec donc, ces données qui sont très pertinentes, à savoir un numéro de log, un horodatage pour déterminer la durée, et puis le nom de l'activité pour qu'on puisse le représenter graphiquement derrière, directement dans la solution. Donc, je récupère le fichier des logs, je le rentre dans la machine et ça donne le plat de spaghetti. Voilà, c'est une façon de faire. C'est ce qu'on appelle l'ingestion à plat des données, et vous avez aussi la possibilité de l'automatiser pour pouvoir faire des analyses en continu, en temps réel. Mais c'est une autre démarche qu'on ne va peut-être pas forcément détailler maintenant. OK. Alors au départ, il faut cartographier pour avoir ce fameux plat de spaghetti qui va nous rester ce matin. C'est d'aller chercher dans un premier temps les données. Et là, les données, elles sont un peu partout dans l'entreprise. Ça peut être un bout de tableau Excel de quelqu'un qui va remplir de la donnée tous les jours, qui est arrivé dans nos exemples, allié avec un outil métier qui a été fabriqué par la structure, ce qui est aussi arrivé dans nos expériences, et puis un autre outil du marché. En fait, on va aller recoller et aller chercher les données là où elles sont, par la rencontre terrain, par la rencontre du manager. Ce n'est pas forcément la DSI qui nous donne la donnée d'ailleurs, c'est l'expérience qu'on a pu avoir souvent, c'est le manager qui va avoir sa donnée qualité, sa donnée facturation. Ce qu'on va aller chercher, c'est en effet, comme dit Alexandre, un début, une fin. En fait, le minimum, c'est d'aller trouver le début d'une action, la fin d'une action et qui l'a fait. Tout ce qu'on aura en plus, ce sera encore plus magique parce qu'on pourra dire sur tel produit, ça se passe comme ça, sur tel client, ça se passe comme ça, en fonction de nos différences d'organisation. Regardez. Donc voilà ce qu'on va aller chercher. Donc, vous pouvez agglomérer des données issues de systèmes d'information différents, on va dire, d'applications différentes, de sources différentes. Pour avoir la photo du processus complet qui, souvent, dans nos organisations, est transverse et donc multi-outils, multi-métiers. Complément, Alexandre? Oui, alors ce qu'on voyait à l'écran juste avant, on ne va peut-être pas repasser dessus, mais c'était effectivement cette ingestion de données. On a pu récupérer les 3 données importantes et puis ajouter une dimension de coût. Là, on est sur un processus procure-to-pay, donc un processus d'achat. Là, on a l'indexation des données, le calcul en temps réel. Donc, on peut voir sur la solution que c'est assez rapide. Roulement de tambour, ça prend quand même quelques petites minutes parce que là, on vient analyser plus de 9000 cas. Donc, ça peut prendre… Là, c'est 9000 logs pour le coup. 9000 logs, oui, tout à fait. 9000 logs. Et tout de suite, on va avoir une représentation graphique, visuelle de la durée. On va pouvoir filtrer ensuite en fonction du type d'activité, des variantes qu'on cherche à analyser. Et donc, avoir cette représentation graphique du processus réel tel qu'il est exécuté dans la réalité et ces différentes façons de faire. D'accord. Donc, vous voyez apparaître le nombre de variantes, le pourcentage d'utilisation de chacune des variantes. En fait, toutes les données d'analyse sortent immédiatement de la compilation des logs. Oui, tout à fait. Et ensuite, on applique les filtres qu'on veut pour observer ce qu'on cherche à observer. Très bien. Que se passe-t-il ensuite? Donc, on a notre carto. Donc, soit elle ressemble à un plat de spaghetti, ce qui est souvent le cas, soit elle est un peu plus recentrée sur un certain nombre de boîtes d'activités. Donc, c'est la première photo. On part de là, et celle-là, elle est non opposable. C'est-à-dire que les équipes qu'on embarque dans le projet, on entend souvent dire « Ah, mais depuis le temps que je le dis, là, en fait, on le voit. On le voit vraiment, c'est la représentation graphique et vous l'avez vécu, c'est comme ça, c'est dire non, mais on met bien 3 jours entre là et là. Ah oui, mais non, mais si, c'est comme ça que ça se passe, puisque le client, il l'a vécu comme ça, ou la menuiserie, elle est passée dans le flux comme ça. Donc, on part de là, on va analyser les potentiels. En disant, tiens, c'est bizarre, on a un écart au standard. Normalement, on doit le faire en 10 jours, et au final, on voit que ça prend 2 fois plus. Tiens, ok, ça, c'est un sujet, et on va commencer à construire un plan d'action sur la base de ce que l'on voit,
avec ce que l'on veut cibler ou viser, d'amélioration, de qualité, de délai, de charge, de tout ce que l'on veut. Donc, on va comprendre les écarts, on va analyser les différentes variantes, et oui, les différents chemins possibles pour faire ce processus, pour facturer, pour fabriquer une fenêtre, pour faire autre chose, et se dire, tiens, les 20-80, ils sont où? Comment se fait-il qu'on ne parle que des 5% du problème, mais qui est en nombre de temps passé énorme et en charge mentale beaucoup plus importante, alors que dans 80% des cas, ce qui nous arrive, en fait, ça marche plutôt pas mal. Ou à l'inverse, finalement, on a beaucoup de spaghettis, et là, il faut aller tirer chaque nouille pour comprendre pourquoi on a fait ça. Donc, on va analyser les potentiels. C'est la fin des « je sens que, j'ai l'impression que » et c'est place à la réalité des choses. Que se passe-t-il ensuite? Donc, toujours dans cette démarche d'identification du potentiel d'amélioration, on va juste le voir graphiquement ici dans la solution. On avait notre représentation sous forme de diagramme et on voit que la solution met en évidence en fait des chemins sur lesquels on peut identifier du gaspillage. Donc, c'est toutes ces lignes qui sont en gras où on constate une répétition, une boucle. On peut le représenter un peu différemment. Et là, on va voir qu'effectivement, dans 40% des cas, on a cette activité de traitement, je crois, de la facture. C'est un peu petit, on ne peut pas le détailler tout à fait. Mais dans 40% des cas, il y a une boucle. L'activité va devoir se répéter et être enclenchée à nouveau. Donc, c'est évidemment une perte de temps assez importante et ça va être un potentiel d'amélioration qu'on identifie tout de suite et sur lequel on va pouvoir apporter des mesures pour corriger. Il y a une autre façon de représenter les choses aussi. Là, c'est par rapport au coût. On voit en fait les activités plus ou moins foncées, ce qui représente plus ou moins de coûts d'activité. Donc, c'est peut-être aussi une donnée intéressante sur laquelle on va vouloir se pencher pour apporter également des corrections. Merci Alexandre. On passe à la définition du processus cible. Oui, alors comme disait Eric tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'embarquer une équipe projet. C'est-à-dire que l'outil tout seul fait une carto, mais d'avoir des gens autour pour dire « Ah oui, mais ça, c'est pour ça, expliquer pourquoi et embarquer un groupe projet sur maintenant, on va faire bouger les lignes ». Ça peut se faire en percéline, ça peut se faire en hackathon, ça peut se faire dans tout un tas de types d'ateliers où on va embarquer des gens du métier qui, après avoir passé le côté un peu magique de dire « Waouh, mais en fait, c'est exactement ce que je vis, ce que je vois écrit sur la plateforme », se dit bah, « Maintenant, on va pouvoir changer les choses et refaire peut-être une photo un peu plus tard, voir si ce qu'on va faire bouger, effectivement, si on faisait une photo demain matin, Eric, on pourrait se rendre compte de ce que vous avez mis en avant tout à l'heure avec cette cartographie. Donc, on va embarquer l'équipe sur du plan d'action et puis on va pouvoir, et c'est ça qui est important parce que souvent dans les démarches qu'on peut engager, on a difficulté à chiffrer. En disant, mais si je fais ça, combien de temps je vais gagner? Combien de sous? Combien de charges? Quel réemploi de la charge dégagée? Enfin, voilà. Donc, enfin, on va rentrer dans un plan d'action chiffré. C'est un peu vos victoires rapides de dire, j'ai été chercher 80% des gains dans les quelques victoires rapides qu'on a pu mettre en exergue. Et pour s'aider à définir ce plan d'action, ce qu'on peut faire, alors on parlait de gaspillage, de boucles, de goulot d'étranglement, etc. Mais ce qu'on peut voir dans la solution aussi, c'est évidemment les meilleures pratiques. Donc en appliquant des filtres, la meilleure pratique, ça va être en termes de durée, par exemple, de coût, quelle activité coûte la moins chère et la plus rapide. Et ce qu'on va vouloir en faire, c'est notre pratique standard. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de l'observer, d'identifier la bonne pratique, et puis derrière, par exemple, de pouvoir l'exporter au format BPMN, le langage standard des processus, et soumettre ce processus standardisé, du coup, aux équipes métiers qui vont pouvoir en discuter, redéfinir ce processus cible, éventuellement apporter des modifications. Il y a des possibilités aussi de le simuler, de tester différents scénarios, et ensuite, en fonction du scénario qui est le plus intéressant pour l'entreprise, de pouvoir le mettre en place et le partager auprès de l'ensemble des collaborateurs. Les activités qui ne font pas l'objet de logs, qui ne sont pas informatisées, comment sont-elles intégrées? À un moment, on va pouvoir perdre le signal dans le processus. Je pense à des processus où à un moment, il y a peut-être de la relation commerciale sans outils plus que ça. On va perdre le signal à un moment et on va le retrouver plus tard dans le processus. Donc, cette analyse-là, il va falloir qu'on aille la voir sur le terrain en vrai, parce que pour le coup, là, les logs, on ne les a plus. Donc, on peut, et ça arrive très souvent, des pertes de signal sur la chaîne du processus, c'est arrivé, où là, on va aller voir l'équipe, les personnes qui font, en disant, tiens, ici, ce client-là, je perds son signal et je le retrouve ici, qu'est-ce qui se passe dans cette durée-là? Et c'est les patchs qu'on va
pouvoir rajouter, ou à un moment, on n'a pas de données partout. Et heureusement d'ailleurs, peut-être. Et donc, on va aller concrètement voir sur le terrain pour se forger la conviction. Donc, il est bien nécessaire à la fois de s'appuyer sur la puissance de la donnée et Quand elle existe. et en même temps quand elle existe, et en même temps sur la puissance de l'observation quand la donnée n'existe pas. Tout à fait. Définition du processus cible. Alors, je l'évoquais en fait tout à l'heure sur la slide précédente. Là, ce qu'on a fait à l'image, c'est d'identifier à partir de filtres quel a été le processus. En l'occurrence, on va le voir par durée. Quelle a été l'exécution, la variante du processus la plus courte. Et donc, tout simplement récupérer cette façon de faire. On peut passer, on ne va pas forcément passer du temps dessus, mais vous montrer comment l'exporter dans un format qui soit partageable, le BPMN, et du coup retravailler dessus avec les métiers. Effectivement, c'est important d'insister là-dessus, cette démarche à la fois côté système, côté IT, mais sans l'appui des métiers, les gens qui exécutent réellement le processus et qui ont la connaissance de ces activités. C'est comme ça qu'il faut construire une démarche d'amélioration, de transformation des processus. D'accord. Donc, l'outil vous permet non seulement de capter l'existant, mais en plus de faire de la modélisation du processus cible. Oui, tout à fait. Tout à fait. On rejoint les deux. C'est important de pouvoir travailler sur ces deux tableaux. Que se passe-t-il une fois qu'on a défini le processus cible? Parce que définir, c'est bien, mettre en place, c'est plus dur. C'est ça. Donc, le jeu de photos successives nous permet de voir comment ça avance, mais de toute façon, ce qui est super important, c'est de pouvoir mettre sous pilotage finalement cette démarche pour dire, voilà, j'ai changé ça, comment ça se passe, est-ce que j'ai gagné sur du délai? Parce qu'au départ d'un projet comme ça, il faut se dire qu'est-ce qu'on va chercher. Pour vous, c'était de l'amélioration du temps de paiement. Chez Méo, c'était autre chose. Donc, à chaque fois, et dès le départ, se dire qu'est-ce que je vais chercher. Ça peut être du délai, ça peut être du coût, ça peut être de la qualité, ça peut être de l'efficacité, de l'amélioration de la charge aussi. Donc, c'est d'avoir un tableau de bord, classiquement comme dans tout projet, de dire, OK, c'est ça que je vais chercher et c'est ça que je vais mesurer, l'avancement de ça à chaque photo qu'on va pouvoir faire. Et puis après, la magie peut encore aller un peu plus loin, c'est de se dire, une fois que je fais des photos successives, ce qui serait bien, c'est d'avoir un film et de brancher ce qu'on est allé chercher, un bout d'Excel, un bout d'outil métier, brancher directement l'outil au système métier, d'aller récupérer l'information presque en temps réel pour aller sur du prédictif en disant, on l'évoque, c'est de se dire, tiens, mais si j'ai ce problème-là de délai chez mon fournisseur, je sais que je vais avoir un problème dans 15 jours sur telle unité de fabrication. Et ça, c'est la magie d'après. Mais il faut être passé par la compréhension de la donnée, aller la chercher, comprendre où elle est, pour pouvoir se dire après, je peux brancher et être un peu encore plus proche du terrain. Alors, tout ce que vous avez évoqué va faire le lien avec un certain nombre de questions qui ont été posées. On avait pris l'engagement de prendre le dernier quart d'heure. Les questions sont arrivées par différents canaux, avant, après, pendant. Allez, il y en a 2 ou 3 qui reviennent plus souvent. La première, c'est faut-il installer un logiciel sur le PC? Absolument pas. On parle d'une solution cloud, donc pas d'installation de logiciel, pas de on-premise comme on aime le dire. C'est tout simplement un login, un mot de passe pour accéder sur le web depuis votre navigateur à la solution. Ok, donc ça va clarifier les choses pour un certain nombre de personnes. La deuxième question qui vient tout le temps après, c'est ça prend combien de temps? Parce que c'est magique, mais en plus c'est rapide. Ça prend un certain temps. D'aller chercher de la donnée, d'appuyer sur le bouton, ça peut prendre 3 jours. L'analyse, en revanche, le fait d'embarquer les équipes, le fait d'aller chercher aussi la donnée aux bons endroits, la reformater pour qu'elle rentre dans l'outil, ça peut être un peu plus long. Donc, on peut dire qu'on peut être entre 15 jours et 1 mois pour avoir une sorte de plan d'action ou quelque chose comme ça, et des équipes motivées pour pouvoir le lancer. Je pense que c'est la bonne maille. Mais en effet, le fait j'ai la donnée propre, j'appuie sur le bouton, je commence à comprendre ce qui se passe dans mon plat de nouilles ou de spaghettis, oui, ça peut être quelques jours, en effet. C'est la démarche qui est importante, parce qu'on peut aussi se dire, c'est un peu Big Brother. En fait, on va analyser mes données, et donc il y a aussi un temps de préparation des équipes, des managers, de comprendre pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on va chercher. Et ça, c'est un peu de temps, et c'est normal. Okay, donc, avoir les données, c'est relativement rapide. Analyser les données, ça demande un petit peu plus de temps, et surtout, ça demande d'embarquer du monde. Et puis, reste toujours le sujet de la mise en œuvre.
Mais comme je l'ai entendu dire, l'avantage de l'outil, c'est que le temps qu'on perdait à consolider l'analyse de l'existant, on peut le réinvestir dans l'ancrage de la mise en œuvre. Ouais, c'est-à-dire qu'on part du factuel, ça se passe comme ça. C'est pas, ça se passe peut-être comme ça. Donc, quand on sait exactement, quand on a une carto fidèle, on gagne du temps sur la mise en œuvre du plan d'action parce qu'on sait ce qu'on va chercher. On me demande si ça marche aussi avec SAP. Oui, tout à fait. Ça marche aussi avec Ouais, SAP. bien sûr. Ça marche avec tout. Ça marche avec tout, que ce soit un ERP, un CRM, un outil métier, une facturation, etc. Du moment qu'il y a de la donnée exploitable, avec les 3 informations que je listais tout à l'heure, donc le nom du case ID, l'eurodatage et le nom de l'activité, on peut faire une analyse. Si je peux rebondir sur, ouais. sur ce qui a été dit, c'est que dans l'exemple Méo, on a été pioché dans 2 systèmes différents qui se sont interconnectés pour donner de la data. Qui se sont interconnectés dans un tableau Excel. Parce que dans un tableau Excel. Ce que l'on donne à manger à la machine, c'est bien un tableau Excel. Donc, à partir du moment où vous avez la donnée dans un tableur, ça fonctionne. Donc, c'est interconnecté sur un réceptacle qui est Excel. D'accord. Donc, il n'y a pas de perméabilité entre le process mining et l'application métier qu'on utilise. Alors, on me demande à partir de quelles caractéristiques de processus la démarche devient pertinente. Autrement dit, quels sont les éléments qui me permettent de dire que ça vaut le coup de mettre en place le process mining? Morgan, Alexandre. Moi, j'aurais un mot-clé qui est transverse, parce que souvent, là où on a du mal à voir comment ça se passe, c'est quand ça transverse entre différentes directions, différentes organisations et différents outils. Donc déjà, dans le choix, on sait que c'est souvent à ces endroits-là qu'on trouve des choses intéressantes. Après, c'est quel indicateur on choisit. Enfin, est-ce que c'est du délai? Est-ce que c'est de la performance d'action? Est-ce que, voilà, c'est vraiment bien identifier ce que l'on cherche au départ. Le piège pourrait être de se dire c'est magique et c'est tellement magique que je regarde tout, puis je ne verrai pas grand-chose. En fait. Donc, et c'est ce travail au départ, et ce qu'on a fait ensemble, c'est d'aller se dire où est-ce que j'ai mal. C'est-à-dire aller chercher le stéthoscope pour dire à quel endroit ça fait mal. C'est d'abord, est-ce qu'on sait déjà à peu près où ça se trouve? Je pense que l'exemple d'Eric tout à l'heure était vraiment parlant par rapport à ça. En tant que client, il avait identifié un vrai pain point par rapport à la facturation. Et du coup, en prenant la tête de l'ESB, il a tout de suite voulu mettre la loupe sur ce processus-là. Et c'est ce qui a apporté des résultats très concrets. Donc, on peut répondre, il faut savoir ce qu'on cherche, déjà, pour savoir si le jeu en vaut la chandelle. Quand c'est transverse, qu'a priori le plat de spaghetti est plus complexe, on commence à penser que ça vaut le coup. Quand il y a un nombre d'intervenants différents, il y a un nombre d'intervenants important, ou quand il y a un nombre de références différents, on pense qu'a priori le plat de spaghetti est suffisamment compliqué pour que ça vaille le coup d'aller éclairer. Il faut être très clair, hein, le plat de spaghetti qu'on a obtenu, et dans le cas de Méo, on n'aurait jamais pu l'obtenir par des heures et des heures d'analyse de nos données. C'est impossible d'aller voir ce genre d'informations à ce niveau-là. Après, c'est vrai que il faut savoir ce qu'on cherche, c'est une chose, et on peut aussi cibler des processus à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure d'un projet SAV, on est reparti du même jeu de données. Par contre, on a ciblé des processus différents à l'intérieur de ce grand ensemble. Et donc là, voilà, on vient cibler quelque chose sans savoir trop ce qu'on va trouver à l'intérieur quand même. Et c'est tout l'intérêt, pour de l'amélioration continue, c'est un intérêt d'aller chercher les pistes de lien. Un autre endroit où il peut être intéressant de mettre cette loupe ou ce stéthoscope, c'est quand on a beaucoup de données, on ne sait pas vraiment quoi en faire. Parce que du coup, ça peut nous dire, j'ai de la donnée, elle est exploitable, mais je ne sais pas trop quoi en faire aujourd'hui, je ne vois pas très clair. Je propose la question à Eric. Alors, ça a été un peu évoqué, mais c'est vrai que dans ce type de démarche, la question qui revient toujours, c'est que vont dire les collaborateurs? Ils vont se sentir fliqués. Parce que je vous confirme que là, on sait tout ce que vous faites. Comment ils ont réagi et comment vous avez fait pour qu'ils réagissent positivement? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est en amont qu'on les associe à la démarche et qu'ils prennent conscience justement du plat de spaghetti. Après, la vie est beaucoup plus simple, parce que justement, c'est le prétexte pour rendre la vie derrière beaucoup plus facile. Alors, Morgane le disait tout à l'heure, hein, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a intégré chez nous. C'est une démarche amont, une photographie de départ. On a associé les collaborateurs
Nous, on a fait effectivement une percéline, hein, on s'est mis devant le brown paper, on a reconstruit le et les sous-processus qu'il y avait à l'intérieur. C'est les collaborateurs qui l'ont fait. Et voilà, on leur a donné pour mission de rendre le process le plus simple possible et qui corresponde à ce qu'ils maîtrisaient. Parce qu'aujourd'hui, on était dans un système qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, ils ne se sentent pas fliqués. Au contraire, ils se sentent bien diagnostiqués. On leur a apporté une aide considérable pour pouvoir fluidifier, simplifier leur quotidien. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs aujourd'hui qui étaient heureux, alors que dans mon équipe formation, juste avant, j'avais des collaborateurs, on peut se le dire, qui étaient en stress. Qui étaient en stress parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient trouver le temps dans leur journée de traiter l'ensemble des factures, de la charge de travail qu'ils avaient. Et là, aujourd'hui, sans augmenter les équipes, on travaille dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la simplicité. Ils ne se sentent absolument pas fliqués. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, le process planning, il est débranché. On ne continue pas à analyser les logs et les flux. Voilà, on a trouvé, on est revenu à une situation normale. Ce qui fait lien avec une question quand vous parlez d'appli qui restent branchées. Alors, c'est un point qui a été un peu abordé par Morgan. Quelles sont vos expériences? Je pose la question à Alexandre de connexion à des données chaudes en permanence et comment fonctionne le prévisionnel d'activité? Alors, ça nécessite du coup une maturité, effectivement, d'avoir fait cette première étape d'audit, de diagnostic. Mais effectivement, dans une logique d'amélioration continue, on va vouloir analyser des données à chaud et donc automatiser cette ingestion pour avoir un flux en temps réel en fait, d'informations. Donc, ça se fait très bien aujourd'hui. On a les connecteurs pour automatiser cette démarche. Ça demande, je sais pas, un jour d'accompagnement dépendant du système, simplement pour configurer cette automatisation. Et ensuite, vous définissez, si vous voulez, des mises à jour quotidiennes, par heure éventuellement, par mois, pour pouvoir mettre sous contrôle en continu vos activités. Voilà comment se passe du coup cette ingestion des données à chaud. D'accord, donc ce qui veut dire que ça permet aussi de vérifier que les évolutions du processus qu'on a identifiées sont mises en pratique réellement sur le terrain. Exactement, oui. Et mises en pratique réellement sur le terrain dans tous les endroits avec tous les collaborateurs qui sont censés respecter le processus. Est-ce que nos changements ont bien été mis en place? Est-ce qu'ils ont un vrai impact? Est-ce qu'il y a du nouveau potentiel d'amélioration? Ça permet de répondre à toutes ces questions en temps réel, encore une fois. J'ai vu dans les questions qu'il y avait quelqu'un d'un réseau bancaire qui était dans un contexte où il y avait 200 points différents dans lesquels, dans chaque point, 5 collaborateurs en moyenne étaient susceptibles d'appliquer un processus. Et à un moment, la façon de mesurer que chacun applique effectivement le processus de façon rapide ne peut être que celle-là, parce que vous ne pouvez pas aller, autant vous pouvez descendre dans l'usine pour aller voir comment sont faites les choses, autant que vous ne pouvez pas avoir un œil dans 200 agences en permanence. Je crois qu'on arrive au terme. Allez, je m'en permets une dernière. Finalement, est-ce que les possibilités sont les mêmes qu'avec une Google plateforme et un data lake? Je vais laisser la question à Alexandre, en espérant qu'il ait mieux compris la question que moi. Alors, la question est finalement, est-ce que les possibilités sont les mêmes qu'avec une Google plateforme et un data lake? Oui, j'avoue que je n'ai pas la connaissance de ce qu'est une Google plateforme. Okay. Quelqu'un s'y connaît là-dedans. Mais le data lake, et data lake. Est-ce qu'on fait référence à des outils de business intelligence, par exemple? Je pense, absolument. En fait, souvent, on a le terme de data lake qui est souvent utilisé pour avoir un espèce de puits de données. C'est-à-dire que souvent, on remonte les données dans un data lake et après, on va aller les chercher. L'expérience récente nous a montré que justement, quand on a déjà fait cette expérience-là d'aller les mettre proprement dans un endroit, ça va être plus simple que d'aller les chercher outil par outil. Donc, je pense que la question derrière ça, c'est de dire, est-ce que si j'ai les données, je peux aller les chercher? La réponse est oui, parce que pour le coup, on les sortira par Excel. Et on aura les modélisations, ce que ne fait pas une Google Plateforme et un data lake, qui est juste pour stocker les données. Oui, donc les deux seraient complémentaires. C'est ma compréhension de la question. Ouais. Très bien. Je suis ravi que vous ayez compris la question. Et je vous remercie d'autant plus d'y avoir répondu. Vous aurez vu au travers de mes réponses à ces questions la puissance qu'a l'alliance entre la solution
qu'est le process mining et l'accompagnement par ceux qui ont l'habitude de faire parler les collaborateurs, les données et de mettre en œuvre les évolutions issues des analyses. Arrivons au terme de cet échange. Moi, je voudrais, alors comme on est à distance, on ne va pas pouvoir s'applaudir, mais moi, je voudrais remercier particulièrement Éric Depont et Sébastien Autronzec pour la préparation de leur témoignage. Merci d'avoir fait partie également des innovants qui mettent en place ce type de solutions et qui vont au bout. Merci à Éric de nous avoir accueillis dans ces locaux de l'École supérieure de la banque, dont nous serons les derniers à profiter puisque l'École supérieure de la banque déménage prochainement. Et puis, grand merci à Alexandre, à Morgan pour vos éclairages et différentes explications. Vous le voyez s'afficher sur votre écran. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un numéro de téléphone et une adresse mail, qui est la mienne pour le coup, donc je serai ravi de recevoir des messages de votre part. Je vous souhaite un excellent appétit, une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.